La lune argentée se reflétait sur les eaux tranquilles du Nil, transformant le fleuve millénaire en un ruban de soie liquide. À bord du luxueux paquebot, le Pharaon d'or, 300 passagers voguaient vers une aventure qui promettait splendeur et découverte. Parmi eux se trouvait un homme d'apparence singulière, vêtu avec une élégance méticuleuse, dont les moustaches parfaitement cirées captaient la lumière des lampes à huile. Hercule Poirot, le célèbre détective belge, avait accepté cette croisière comme une occasion de repos bien méritée, après une année particulièrement éprouvante. Ce soir du 15 mars 1934, personne à bord ne pouvait imaginer que le voyage de rêve se transformerait en cauchemar. Le dîner de gala battait son plein dans la salle à manger principale, où cristaux et argenterie étincelaient sous les lustres dorés. Les rires des passagers se mêlaient aux notes d'un quatuor à cordes qui jouait des mélodies viennoises. L'atmosphère respirait l'insouciance et la joie de vivre, cette élégance caractéristique des années 30, où le luxe semblait éternel. Pourtant, à minuit précis, un cri déchira la nuit égyptienne. Lady Pemberton, une aristocrate britannique fortunée, avait disparu de sa cabine de première classe. Sa femme de chambre, Miss Jenkins, la cherchait depuis 2 heures, de plus en plus inquiète. La porte de la cabine était verrouillée de l'intérieur, les fenêtres fermées, et pourtant, la dame s'était volatilisée comme par enchantement. Sur la coiffeuse, son collier de diamants reposait intact. Ses bagages n'avaient pas été déplacés, mais elle demeurait introuvable. Le capitaine Rousseau, un Français au visage buriné par 40 années de navigation, se trouvait confronté à une situation sans précédent. Comment une femme de 65 ans pouvait-elle disparaître d'une cabine hermétiquement close? Les recherches dans tout le navire ne donnèrent aucun résultat. Lady Pemberton semblait s'être évaporée dans l'air nocturne, laissant derrière elle un mystère aussi profond que les eaux du fleuve qui portaient le paquebot. Hercule Poirot fut réveillé à 2 heures du matin par les coups insistants du steward à sa porte. Le détective écouta attentivement le récit de la disparition, ses yeux verts brillants d'un intérêt qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Malgré son désir de vacances, les petites cellules grises de son cerveau remarquable s'activèrent immédiatement. Une disparition dans une chambre close constituait précisément le genre d'énigme qui fascinait son esprit méthodique et son sens inné de l'ordre et de la logique. Le paquebot accosta près de Luxor au lever du soleil, révélant les temples majestueux qui se dressaient depuis des millénaires. Mais personne ne prêtait attention à ces merveilles architecturales. Tous les passagers discutaient avec animation de la mystérieuse disparition de Lady Pemberton. Les rumeurs circulaient rapidement. Certains parlaient d'enlèvement, d'autres évoquaient une fugue romanesque. Quelques-uns murmuraient même des histoires de malédiction égyptienne. Le capitaine Rousseau, désespéré, sollicita officiellement l'aide du célèbre détective. Hercule Poirot accepta avec cette courtoisie exquise qui le caractérisait, tout en précisant qu'il ne promettait rien. Néanmoins, tandis qu'il se tenait sur le pont supérieur, observant les passagers rassemblés dans leur groupe bavard, une intuition lui souffla que cette affaire recelait des profondeurs insoupçonnées. La vérité, il le savait d'expérience, se cachait souvent derrière les apparences les plus banales. Son investigation commencerait immédiatement, méthodiquement, car chaque minute comptait dans la recherche de Lady Pemberton. Hercule Poirot s'installa confortablement dans le salon privé que le capitaine Rousseau avait mis à sa disposition pour mener son enquête. La pièce, décorée dans le style Art déco, avec ses motifs géométriques et ses boiseries précieuses, offrait une vue imprenable sur le Nil. Le détective sortit son petit carnet de cuir maroquiné et sa plume en or, instruments indispensables à sa méthode de travail. Avant de commencer l'interrogatoire des témoins, il devait établir une liste complète des passagers et comprendre les relations qui les unissaient. Le capitaine Rousseau lui remit la liste des voyageurs de première classe, au nombre de 42. Parmi eux se trouvaient plusieurs personnalités notables. Lord et Lady Ashford, couple d'aristocrates anglais aux manières irréprochables, le docteur Heinrich Schneider, éminent égyptologue allemand qui se rendait à une conférence au Caire, Mademoiselle Céleste Moreau,
une actrice française, en pleine ascension. Monsieur et Madame Chen, riches commerçants de Shanghai, et le mystérieux comte Alexei Volkov, un émigré russe, à la fortune incertaine. Lady Pemberton, la disparue, était connue pour son caractère difficile et ses exigences permanentes. Veuve depuis 15 ans, elle avait hérité d'une fortune colossale de son défunt époux, propriétaire de mines de charbon dans le Yorkshire. Les passagers la décrivaient comme une femme autoritaire, hautaine, qui ne manquait jamais une occasion de rappeler son statut social supérieur. Pourtant, elle voyageait seule, accompagnée uniquement de sa fidèle femme de chambre, Miss Jenkins, qui la servait depuis 30 ans. Miss Jenkins fut la première personne que Poirot convoqua pour un entretien. La femme de chambre, une Anglaise d'une 50aine d'années au visage marqué par l'inquiétude, se présenta ponctuellement à 9 heures du matin. Elle portait son uniforme impeccable de domestique, mais ses mains tremblaient légèrement en tenant son mouchoir brodé. Poirot lui offrit un siège et commanda du thé, sachant que la courtoisie faciliterait la confidence. La pauvre femme semblait au bord de l'effondrement nerveux. Miss Jenkins raconta que Lady Pemberton s'était retirée dans sa cabine après le dîner, vers 22h30. Elle l'avait aidé à se préparer pour la nuit, avait rangé ses bijoux dans le coffret personnel et avait quitté la cabine à 23h précises. Lady Pemberton lui avait souhaité bonne nuit de manière tout à fait habituelle, sans manifester aucune inquiétude ni comportement inhabituel. La femme de chambre affirmait avoir verrouillé la porte de l'extérieur, comme c'était la coutume, et s'être retirée dans sa propre cabine adjacente. À minuit, Miss Jenkins avait été réveillée par un bruit sourd provenant de la cabine de sa maîtresse. Alertée, elle avait attendu quelques instants, pensant que Lady Pemberton avait simplement fait tomber un objet. Mais lorsqu'elle avait frappé à la porte pour s'assurer que tout allait bien, personne n'avait répondu. Après plusieurs tentatives infructueuses, elle avait utilisé sa clé de secours pour ouvrir la porte. La cabine était vide, impeccablement rangée, sans aucun signe de lutte ni de désordre. La fenêtre était fermée de l'intérieur, le lit n'avait pas été défait, et les effets personnels demeuraient à leur place. Poirot écouta ce récit avec la plus grande attention, notant chaque détail dans son carnet. Il posa ensuite des questions précises sur les habitudes de Lady Pemberton, ses relations avec les autres passagers, ses éventuelles craintes ou préoccupations. Miss Jenkins révéla alors un élément intéressant. Sa maîtresse avait reçu, la veille de la disparition, une lettre mystérieuse qui l'avait profondément troublée. Lady Pemberton avait pâli en la lisant, puis l'avait immédiatement brûlée dans le cendrier de sa cabine, refusant d'en discuter avec sa femme de chambre. Cette information éveilla immédiatement la curiosité du détective. Après avoir remercié Miss Jenkins, Hercule Poirot se rendit personnellement inspecter la cabine de Lady Pemberton. Le capitaine Rousseau l'accompagnait, ainsi que son second, M. Beaumont, un homme méticuleux qui avait scellé la cabine après la découverte de la disparition. Le détective appréciait cette précaution qui garantissait l'intégrité de la scène. Ils progressèrent dans les coursives luxueuses du paquebot, croisant des passagers anxieux qui chuchotaient sur leur passage. La cabine numéro 12, située sur le pont supérieur, représentait le summum du luxe nautique, une véritable suite composée d'un salon, d'une chambre à coucher et d'une salle de bain privative, décorée avec goût dans les tons crème et doré. Poirot s'arrêta sur le seuil, observant attentivement la disposition des lieux avant de pénétrer dans la pièce. Cette habitude, fruit de longues années d'expérience, lui permettait souvent de remarquer des détails que d'autres négligeaient. Ses petits yeux verts ne laissaient rien échapper à leur examen minutieux. La première chose qui frappa le détective fut l'ordre parfait qui régnait dans la cabine. Aucun signe de précipitation, de lutte ou de violence. Le lit était parfaitement fait, les coussins alignés avec symétrie, les rideaux de velours soigneusement tirés. Sur la coiffeuse en acajou, les objets de toilette de Lady Pemberton étaient disposés avec méthode. Brosse en argent, flacon de parfum, poudrier en écaille. Le célèbre collier de diamants reposait dans son écrin de velours bleu,
intact, représentant une fortune qui aurait tenté n'importe quel voleur. Poirot examina ensuite la fenêtre, élément crucial de l'énigme. Le hublot, de dimension standard, était effectivement fermé de l'intérieur par son système de verrouillage spécial. Le détective testa le mécanisme à plusieurs reprises, constatant qu'il fonctionnait parfaitement et qu'il était impossible de le manipuler depuis l'extérieur. De plus, le paquebot naviguait en pleine nuit sur le Nil, et une chute dans l'eau aurait été remarquée par l'équipage de quart. Cette hypothèse semblait donc exclue d'emblée. La porte constituait le second point d'investigation essentiel. Elle présentait un système de verrouillage double, une serrure classique et un verrou intérieur. Miss Jenkins avait utilisé sa clé pour ouvrir la serrure, mais le verrou n'était pas tiré, ce qui expliquait pourquoi elle avait pu entrer. Poirot fit remarquer cette contradiction au capitaine Rousseau. Si Lady Pemberton avait souhaité s'enfermer pour la nuit, pourquoi n'avait-elle pas utilisé le verrou? Cette négligence ne correspondait pas au caractère méticuleux que tous décrivaient. Le détective se mit ensuite à quatre pattes, inspectant minutieusement le tapis perçant qui couvrait le plancher de la cabine. Son comportement, qui aurait pu sembler comique à certains, était en réalité l'expression d'une méthode rigoureuse. Poirot cherchait des traces, des indices invisibles à l'œil distrait. Il découvrit ainsi quelques grains de sable fin, inhabituels dans une cabine de paquebot, et les collecta soigneusement dans une petite enveloppe. Ces particules racontaient peut-être une histoire que personne n'avait encore déchiffrée. Dans la salle de bain, tout semblait également en ordre. Les serviettes étaient sèches et parfaitement pliées, suggérant que Lady Pemberton n'avait pas eu le temps de se préparer pour la nuit. Son peignoir de soie pendait à son crochet, inutilisé. Poirot ouvrit le cabinet de toilette et examina les flacons de médicaments. Quelques préparations pour les maux de tête, un tonique pour le cœur, rien d'extraordinaire. Cependant, il remarqua un flacon de somnifères, dont plusieurs comprimés manquaient, détail qu'il nota soigneusement dans son carnet. Le détective termina son inspection par l'examen du cendrier, en cristal, posé sur le guéridon du salon. Les cendres de la mystérieuse lettre brûlée y reposaient encore, fragile vestige d'un message qui avait troublé la disparue. Avec une patience infinie, Poirot tenta de reconstituer quelques fragments du papier calciné. Il ne parvint à déchiffrer que 3 mots partiellement lisibles: secret, passé et ce qui ressemblait à justice. Ces indices fragmentaires ouvraient des perspectives intrigantes sur les motivations possibles de la disparition. Hercule Poirot décida de reconstituer les dernières heures de Lady Pemberton en interrogeant systématiquement les personnes qu'il avait vues durant le dîner de gala. Le maître d'hôtel, M. Girard, un Français d'une 50aine d'années au service impeccable, fut convoqué dans le salon d'investigation. L'homme se présenta avec cette dignité professionnelle, caractéristique des grands serviteurs, ses gants blancs immaculés et son habit de service parfaitement ajusté. Il se souvenait parfaitement de Lady Pemberton, cliente exigeante, dont il fallait anticiper les moindres désirs. Selon le témoignage de M. Girard, Lady Pemberton avait dîné seule à sa table habituelle, près des grandes baies vitrées donnant sur le Nil. Elle avait commandé le menu gastronomique complet, consommé royal, sole meunière, tournée d'os Rossini, fromage français et soufflé au grand marnier. Durant tout le repas, elle avait maintenu une attitude distante et hautaine, ne daignant adresser la parole qu'au serveur pour formuler ses exigences. Plusieurs passagers avaient tenté de lui faire la conversation, mais elle les avait poliment mais fermement éconduits. Le maître d'hôtel précisa néanmoins qu'à un moment du dîner, vers 21h, Lady Pemberton avait reçu la visite du comte Alexei Volkov. Le noble russe s'était approché de sa table et avait échangé quelques mots avec elle. L'entretien avait semblé tendu, bien que discret. Lady Pemberton avait visiblement pâli et s'était raidie sur sa chaise. Après quelques minutes de conversation à voix basse, le comte s'était retiré, laissant la dame manifestement perturbée. Elle avait alors abandonné son dessert et quitté la salle à manger précipitamment, vers 22h15. Poirot demanda immédiatement à rencontrer ce comte Volkov,
dont le comportement semblait suspect. Le Russe fut introduit dans le salon. 1 heure plus tard, c'était un homme d'environ 45 ans, grand et distingué, aux traits slaves marqués et aux yeux d'un bleu glacial. Il portait un costume de voyage élégant, mais légèrement usé, suggérant une fortune jadis considérable, mais aujourd'hui compromise. Son attitude oscillait entre l'arrogance aristocratique et une nervosité mal dissimulée qui n'échappa pas à l'œil perçant du détective. Le comte Volkov admit volontiers avoir approché Lady Pemberton durant le dîner. Il expliqua qu'ils se connaissaient de longue date, ayant fréquenté les mêmes cercles sociaux à Londres avant la révolution bolchevique. Il souhaitait simplement lui présenter ses respects et évoquer des souvenirs communs. Quant à la pâleur de Lady Pemberton et son départ précipité, il les attribuait à une fatigue naturelle, ou peut-être à une indisposition passagère. Son explication sonnait creux, et Poirot le sentait parfaitement. L'homme cachait quelque chose d'important, mais le détective préféra ne pas le brusquer immédiatement. Poursuivant son interrogatoire avec sa courtoisie habituelle, Poirot demanda au comte où il se trouvait, entre 23 heures et minuit. Volkov répondit qu'il avait passé cette heure au fumoir, en compagnie de plusieurs autres passagers masculins, notamment Lord Ashford et le docteur Schneider. Ils avaient joué au bridge et fumé des cigares tout en dégustant du cognac. Cette déclaration pouvait être facilement vérifiée, et Poirot nota mentalement de le faire. L'alibi du comte semblait solide, mais le détective restait convaincu que l'homme détenait des informations cruciales sur Lady Pemberton. Après le départ du comte Volkov, Poirot convoqua Lord Ashford pour confirmer l'alibi du Russe. L'aristocrate britannique, un homme d'une 60aine d'années au port altier et aux manières irréprochables, corrobora effectivement la présence du comte au fumoir. Cependant, il ajouta un détail intéressant. Vers minuit moins le quart, le comte Volkov s'était absenté pendant environ 10 minutes, prétextant devoir récupérer son étui à cigarette dans sa cabine. Ce détail minime prenait soudain une importance considérable dans l'esprit méthodique d'Hercule Poirot. 10 minutes suffisaient-elles pour faire disparaître une femme? Hercule Poirot comprenait désormais que le mystère de la disparition de Lady Pemberton était intimement lié à son passé. La lettre brûlée, les mots « secret »,« passé » et « justice » griffonnés sur les fragments calcinés, la réaction de la dame à la vue du comte Volkov, tous ces éléments convergeaient vers des événements anciens qui revenaient la hanter. Le détective décida donc d'approfondir ses recherches sur la biographie de la disparue, persuadé que la clé de l'énigme se trouvait dans son histoire personnelle. Miss Jenkins, convoquée à nouveau, se révéla une source d'informations précieuses. Après 30 années de service auprès de Lady Pemberton, elle connaissait intimement sa maîtresse, ses habitudes, ses peurs et ses secrets. Poirot, usant de toute sa diplomatie et de sa capacité à inspirer confiance, parvint à délier la langue de la fidèle domestique. Celle-ci révéla que Lady Pemberton, née Constance Blackwood, avait épousé Lord Pemberton en 1898 à l'âge de 29 ans. Le mariage avait été arrangé par les familles, union classique entre deux dynasties fortunées. Cependant, avant ce mariage, Constance Blackwood avait vécu plusieurs années en Russie comme gouvernante dans une famille aristocratique de Saint-Pétersbourg. Cette période, entre 1892 et 1897, constituait un chapitre mystérieux de sa vie dont elle parlait rarement. Miss Jenkins savait seulement que sa maîtresse avait quitté la Russie précipitamment, dans des circonstances jamais élucidées. De retour en Angleterre, elle avait rapidement épousé Lord Pemberton et était devenue l'une des figures les plus en vue de la haute société britannique. Le détective contacta ensuite Mademoiselle Céleste Moreau, l'actrice française, qui occupait la cabine voisine de celle de Lady Pemberton. Cette jeune femme d'une 30aine d'années, au charme indéniable et à l'intelligence vive, avait remarqué plusieurs détails intéressants. Elle rapporta qu'au cours des derniers jours, Lady Pemberton avait reçu de nombreuses visites discrètes dans sa cabine. Des conversations à voix basse filtraient parfois à travers les cloisons, bien qu'elle n'ait pu en saisir le contenu. L'une de ces visites
provenait du docteur Schneider, l'égyptologue allemand. Poirot fit venir le docteur Heinrich Schneider, un homme austère d'une 50aine d'années, aux lunettes cerclées d'or et à la barbe grisonnante soigneusement taillée. L'Allemand Haas admit avoir rendu visite à Lady Pemberton 2 jours avant sa disparition. Il expliqua que la dame s'intéressait à l'égyptologie et souhaitait acquérir certains objets antiques pour sa collection personnelle. Leur conversation avait porté sur l'authenticité de pièces archéologiques et sur le marché des antiquités. Rien de suspect en apparence, mais Poirot notait que le docteur semblait mal à l'aise durant son interrogatoire. Poursuivant son investigation, le détective découvrit un élément troublant dans les effets personnels de Lady Pemberton. En examinant plus attentivement sa malle de voyage, il trouva dissimulée dans une doublure une photographie ancienne, datant manifestement de la fin du siècle précédent. Le cliché, jauni et légèrement flou, représentait un groupe de personnes devant une demeure aristocratique. Parmi elles, Poirot reconnut une jeune Constance Blackwood, mais aussi, à sa grande surprise, un jeune homme qui ressemblait étrangement au comte Volkov. L'inscription au dos de la photographie mentionnait « Saint-Pétersbourg, été 1895 ». Cette découverte confirmait le lien entre Lady Pemberton et le comte Volkov, lien qui remontait à près de 40 ans. Mais quelle était la nature de leur relation? Et pourquoi avaient-ils tous deux prétendu se connaître superficiellement, alors qu'ils partageaient manifestement un passé commun? Poirot convoqua immédiatement le comte dans le salon d'investigation. Face à la photographie, le Russe ne put continuer à nier l'évidence. Après un long silence, il finit par avouer qu'il connaissait effectivement Constance Blackwood depuis leur jeunesse à Saint-Pétersbourg. Le comte Volkov raconta alors une histoire qui éclairait d'un jour nouveau la disparition de Lady Pemberton. En 1895, ils étaient jeunes et amoureux. Constance était gouvernante chez les parents d'Alexei, qui était alors un jeune noble insouciant. Leur amour était impossible, car les différences sociales constituaient un obstacle insurmontable. Mais ils avaient projeté de s'enfuir ensemble, défiant les conventions et les interdits familiaux. La veille de leur fuite prévue, un drame était survenu, un événement terrible dont le comte refusait de révéler la nature exacte, mais qui avait contraint Constance à quitter la Russie seule et dans l'urgence. Le témoignage du comte Volkov, bien que riche en émotions, laissait Hercule Poirot insatisfait. Le Russe avait admis son passé avec Lady Pemberton, mais refusait obstinément de révéler la nature exacte du drame qui les avait séparés. Le détective sentait que ce secret constituait le cœur même de l'énigme. Il décida donc de poursuivre son investigation en interrogeant plus précisément le docteur Schneider, dont le comportement nerveux lors de leur première rencontre l'avait intrigué. L'égyptologue allemand cachait certainement des informations importantes. Le docteur Schneider fut convoqué en début d'après-midi dans le salon d'investigation. Cette fois, Poirot adopta une approche plus directe, abandonnant la courtoisie excessive qui caractérisait habituellement ses interrogatoires. Il confronta l'Allemand avec une série de faits troublants, ses visites répétées à Lady Pemberton, son expertise dans les antiquités égyptiennes, et surtout, un détail que le détective avait découvert dans les papiers de la disparue. Lady Pemberton possédait dans ses bagages un petit papyrus ancien dont l'authenticité semblait douteuse. Face à ces accusations implicites, le docteur Schneider s'effondra moralement. Ses épaules s'affaissèrent et il retira ses lunettes pour essuyer son front couvert de sueur. Après un moment de silence pesant, il confessa être impliqué dans un réseau de trafic d'antiquités égyptiennes. Son rôle consistait à authentifier de fausses pièces et à les vendre à de riches collectionneurs européens. Lady Pemberton était l'une de ses clientes, ayant acquis plusieurs objets au cours des derniers mois. Cependant, lors de leur dernière rencontre, elle avait menacé de le dénoncer aux autorités. Cette révélation ouvrait une nouvelle piste dans l'investigation. Lady Pemberton avait-elle été éliminée pour garantir le silence sur ce trafic illégal? Le docteur Schneider protesta vigoureusement contre cette supposition. Il jura qu'il n'avait jamais eu l'intention de nuire à la dame et qu'il ignorait totalement ce qui lui était arrivé. Son alibi pour la soirée de la disparition
semblait d'ailleurs solide. Il avait effectivement passé la soirée au fumoir, avec d'autres passagers, comme Lord Ashford l'avait confirmé. Néanmoins, Poirot n'excluait pas qu'il ait pu employer un complice. Le détective approfondit alors ses recherches sur les relations entre Lady Pemberton et les autres passagers du Pharaon d'Or. Il découvrit qu'elle connaissait également Monsieur et Madame Chen, le couple de commerçants chinois. Ces derniers, interrogés séparément, admirent avoir fait affaire avec Lady Pemberton concernant l'importation de soieries orientales en Angleterre. Leur relation était purement commerciale, mais Madame Chen révéla un détail intéressant. Lady Pemberton lui avait confié quelques jours auparavant qu'elle craignait pour sa sécurité sans préciser la nature exacte de ses peurs. Poirot réalisa progressivement que Lady Pemberton vivait sous une pression psychologique considérable avant sa disparition. Les fragments de la lettre brûlée, la menace de révélation sur le trafic d'antiquités, les retrouvailles avec le comte Volkov et le passé mystérieux en Russie, tous ces éléments formaient un réseau complexe de secrets et de menaces. La disparue était-elle partie volontairement pour échapper à un danger, ou avait-elle été victime d'un plan minutieusement orchestré? Les deux hypothèses restaient plausibles. Le soir tombait sur le Nil lorsque le capitaine Rousseau vint informer Poirot d'une nouvelle découverte. Un des matelots avait trouvé, dissimulé derrière des cordages sur le pont inférieur, un manteau de femme de couleur sombre. L'inspection révéla qu'il s'agissait du manteau de voyage de Lady Pemberton, identifié par Miss Jenkins grâce à ses initiales brodées à l'intérieur. Cette trouvaille suggérait que la disparue s'était peut-être préparée à quitter le paquebot discrètement. Mais comment aurait-elle pu descendre à terre, au milieu de la nuit, alors que le navire naviguait? Hercule Poirot examina minutieusement le manteau. Il découvrit dans l'une des poches un billet de train pour Alexandrie, daté du lendemain de la disparition. Dans l'autre poche, il trouva une petite clé en bronze, manifestement celle d'un coffre ou d'une consigne. Ces objets confirmaient que Lady Pemberton avait planifié quelque chose, probablement une fuite. Mais ces plans avaient-ils réussi? Ou quelqu'un les avait-il découverts et l'avait empêché de les réaliser? Le mystère s'épaississait, au lieu de s'éclaircir, défiant la logique implacable du célèbre détective belge. Hercule Poirot passa la matinée suivante à réfléchir intensément dans sa cabine, refusant toute visite et toute interruption. Cette phase de méditation constituait une partie essentielle de sa méthode d'investigation. Les petites cellules grises de son cerveau remarquable organisaient méthodiquement tous les éléments recueillis, cherchant la cohérence cachée derrière l'apparent chaos des témoignages contradictoires. Il avait étalé sur sa table tous les indices matériels, la photographie ancienne, les fragments de lettres, la clé mystérieuse, le billet de train et le manteau dissimulé. Vers midi, le détective convoqua simultanément 3 personnes dans le grand salon du paquebot, le comte Volkov, le docteur Schneider et Miss Jenkins. Cette confrontation collective représentait une technique qu'il employait rarement, mais qui se révélait parfois d'une efficacité remarquable. En présence les uns des autres, les témoins pouvaient se contredire, révéler involontairement des informations qu'ils auraient cachées individuellement. Le capitaine Rousseau et son second assistaient à la réunion, prenant note de tous les échanges. Poirot commença son exposé avec la solennité d'un procureur présentant son réquisitoire. Il établit d'abord chronologiquement tous les faits connus concernant Lady Pemberton, son passé en Russie, son mariage arrangé, sa fortune considérable, son implication dans le trafic d'antiquités, ses craintes exprimées à Madame Chen, la lettre mystérieuse reçue la veille de sa disparition. Puis il confronta chacun des 3 suspects avec les contradictions de leurs témoignages. Le comte Volkov avait menti sur la nature de sa relation avec la disparue. Le docteur Schneider avait dissimulé ses activités illégales. Miss Jenkins, quant à elle, avait omis de mentionner certains détails troublants. La femme de chambre, pressée de questions par le détective, finit par admettre qu'elle avait effectivement remarqué des comportements inhabituels chez sa maîtresse durant les derniers jours.
Lady Pemberton avait reçu plusieurs lettres anonymes qu'elle brûlait systématiquement après les avoir lues. Elle semblait surveiller constamment les autres passagers, particulièrement le comte Volkov et le docteur Schneider. La veille de sa disparition, elle avait demandé à Miss Jenkins de préparer discrètement un petit bagage avec des vêtements de voyage et des objets de valeur, sans fournir d'explication. Le comte Volkov, acculé par les révélations successives, décida finalement de divulguer le terrible secret qui le liait à Lady Pemberton depuis près de 40 ans. En 1895, à Saint-Pétersbourg, ils avaient effectivement projeté de s'enfuir ensemble. Mais la veille de leur départ, un drame était survenu dans la demeure familiale des Volkov. Le père d'Alexei avait découvert leur liaison et, dans une rage folle, avait menacé de déshonorer publiquement Constance. Une altercation violente avait éclaté entre le père et le fils, et le vieil homme avait fait une attaque cardiaque fatale. Constance Blackwood, terrifiée par les conséquences possibles, avait fui la Russie immédiatement, craignant d'être accusée d'avoir causé indirectement la mort du patriarche. Alexei, héritier ruiné par la révolution bolchevique 20 ans plus tard, l'avait retrouvé par hasard, à bord du Pharaon d'or. Il lui avait écrit la fameuse lettre pour lui proposer une rencontre discrète. Son intention n'était pas de la faire chanter, mais de renouer avec le seul amour véritable de sa vie. Lady Pemberton avait cependant interprété cette démarche comme une menace et avait décidé de disparaître avant que son passé ne soit révélé publiquement. Le docteur Schneider, voyant que les secrets se dévoilaient les uns après les autres, ajouta son propre témoignage. Lady Pemberton l'avait effectivement menacé de le dénoncer pour trafic d'antiquités, mais elle avait également proposé un marché. Elle garderait le silence s'il l'aidait à quitter le paquebot discrètement lors d'une escale nocturne. Le docteur avait accepté et avait organisé un plan avec des complices à terre. Un petit bateau devait accoster discrètement près du Pharaon d'or, vers minuit, pour embarquer Lady Pemberton et la conduire à Alexandrie, où elle pourrait prendre un train pour l'Europe. Cette révélation stupéfia l'Assemblée. Poirot demanda immédiatement au docteur Schneider pourquoi il n'avait pas mentionné ce plan dès le début de l'investigation. L'Allemand répondit qu'il craignait d'être accusé d'avoir orchestré la disparition à des fins criminelles. De plus, le plan avait manifestement échoué puisque Lady Pemberton n'était jamais venue sine au point de rendez-vous sur le pont inférieur. Le docteur avait attendu jusqu'à 00h15, puis était remonté au fumoir pour établir son alibi. Il ignorait ce qui avait empêché Lady Pemberton de le rejoindre. Miss Jenkins, bouleversée par ces révélations, confirma que sa maîtresse lui avait effectivement demandé de préparer un petit bagage. Elle devait également laisser la porte de la cabine déverrouillée après 23 heures pour permettre à Lady Pemberton de sortir discrètement. La femme de chambre, habituée à obéir sans questionner, avait exécuté ses instructions à la lettre. Elle avait ensuite regagné sa propre cabine et s'était endormie, épuisée par une longue journée de service. Le bruit qui l'avait réveillée à minuit provenait peut-être de sa maîtresse, quittant sa cabine pour rejoindre le docteur Schneider. Hercule Poirot digérait ces nouvelles informations qui transformaient radicalement la nature de l'investigation. Il ne s'agissait plus de résoudre un enlèvement ou une disparition criminelle, mais de retrouver une femme qui avait organisé sa propre fuite. Cependant, un élément crucial demeurait inexpliqué. Pourquoi Lady Pemberton n'était-elle pas venue au rendez-vous fixé avec le docteur Schneider? Qu'est-ce qui avait pu l'empêcher d'exécuter son plan minutieusement préparé? Le détective sentait qu'un élément essentiel lui échappait encore. Le capitaine Rousseau ordonna immédiatement une fouille complète et systématique du paquebot. Si Lady Pemberton se cachait quelque part à bord, il fallait absolument la retrouver. Tous les membres d'équipage furent mobilisés pour inspecter chaque recoin du navire. Les cales, les salles des machines, les réserves, les cabines inoccupées. Les passagers furent priés de rester dans leurs cabines pendant que cette opération se déroulait. L'atmosphère à bord devint extrêmement tendue, chacun spéculant sur l'issue de cette recherche. Poirot, quant à lui, retourna méditer dans la cabine numéro 12. Il y avait forcément quelque chose qu'il avait négligé lors de sa première inspection.
Le détective examina à nouveau chaque centimètre carré de la suite luxueuse. Il ouvrit tous les placards, sonda les murs à la recherche de panneaux secrets, inspecta le plafond et le plancher. La cabine révéla finalement son secret, lorsque Poirot remarqua une légère irrégularité dans le motif du tapis persan. En le soulevant, il découvrit une trappe dissimulée dans le plancher, probablement un ancien accès technique pour l'entretien des tuyauteries. Cette découverte changeait tout. Lady Pemberton avait peut-être utilisé cette trappe pour quitter sa cabine sans être vue dans les coursives. Poirot descendit prudemment par l'étroite ouverture, une lampe électrique à la main. Il se retrouva dans un passage technique sombre et étroit qui courait sous les cabines de première classe. Des tuyaux et des câbles tapissaient les parois métalliques. Le détective progressa lentement dans ce corridor confiné, attentif au moindre indice qui pourrait indiquer le passage récent de la disparue. Après une dizaine de mètres, le passage débouchait sur une échelle verticale qui descendait vers les ponts inférieurs. Poirot emprunta cette échelle avec précaution, sa lampe éclairant les échelons rouillés. Il parvint ainsi au niveau des cales, dans une zone normalement interdite aux passagers. L'obscurité était presque totale, seulement interrompue par la faible lueur de quelques ampoules électriques espacées. L'air était chargé d'humidité et d'odeur de mazout. Le silence oppressant n'était rompu que par le ronronnement lointain des machines. Le détective explora méthodiquement cette partie du navire, inspectant les nombreux compartiments de stockage. La plupart contenaient des marchandises diverses, des bagages supplémentaires des passagers, des provisions pour la croisière. Dans l'un de ces compartiments, dissimulé derrière des caisses de champagne, Poirot découvrit enfin ce qu'il cherchait. Un petit refuge improvisé avec une couverture, une lampe à huile, quelques provisions et des vêtements. Quelqu'un s'était manifestement caché ici récemment, probablement Lady Pemberton elle-même. Mais la disparue n'était plus là. Le refuge était abandonné, la couverture soigneusement pliée, la lampe éteinte. Poirot examina attentivement les lieux et découvrit un détail significatif, un message griffonné à la hâte sur un morceau de papier. L'écriture tremblante disait simplement « Pardonnez-moi, je dois finir ce que j'ai commencé il y a 40 ans. C.P. » Ces initiales correspondaient évidemment à Constance Pemberton. Le message confirmait que la dame avait bien organisé sa disparition, mais suggérait également qu'elle poursuivait un objectif précis, lié à son passé mystérieux. Le détective remonta rapidement pour informer le capitaine Rousseau de sa découverte. L'équipage intensifia ses recherches, mais Lady Pemberton demeurait introuvable. Poirot commença à envisager sérieusement la possibilité que la dame ait réussi à quitter le paquebot lors d'une des escales. Le Pharaon d'Or avait effectivement fait plusieurs arrêts brefs durant la nuit pour des raisons techniques et pour embarquer des provisions. Durant ces arrêts, personne ne surveillait vraiment les passerelles. Une personne déterminée et discrète aurait pu descendre à terre sans être remarquée dans l'obscurité et l'agitation des opérations portuaires. 3 jours s'écoulèrent sans nouvelles de Lady Pemberton. Le Pharaon d'Or poursuivait sa navigation sur le Nil, mais l'atmosphère à bord restait pesante. Les passagers discutaient constamment de la mystérieuse disparition, élaborant les théories les plus fantaisistes. Certains évoquaient une histoire d'amour secrète avec le comte Volkov, d'autres parlaient d'amnésie soudaine ou de fuite face à des créanciers. Hercule Poirot, lui, gardait ses conclusions pour lui, attendant patiemment que la vérité se révèle complètement. Le paquebot accosta à Assouan pour une escale de 2 jours, permettant aux passagers de visiter les temples majestueux et les carrières de granit rose. Poirot profita de cette halte pour mener ses propres investigations à terre. Il se rendit au bureau du télégraphe et envoya plusieurs messages urgents à ses contacts en Europe, notamment à Scotland Yard et à certains services de renseignement. Il demandait des informations précises sur les événements survenus à Saint-Pétersbourg en 1895, ainsi que sur les activités récentes du comte Volkov et du docteur Schneider. Le soir du 2e jour à Assouan, alors que Poirot dînait tranquillement sur la terrasse du célèbre hôtel Old Cataract, il reçut un télégramme de Londres. Les informations contenues dans ce message confirmaient ses soupçons et éclairaient d'un jour nouveau
toute l'affaire. La mort du père d'Alexei Volkov en 1895 n'avait pas été aussi accidentelle que le comte l'affirmait. Une enquête discrète, menée à l'époque par la police impériale russe, suggérait fortement un empoisonnement. Mais l'affaire avait été étouffée pour éviter le scandale. Constance Blackwood figurait parmi les suspects potentiels. Cette révélation bouleversait complètement la perspective de l'investigation. Lady Pemberton n'avait pas simplement fui un accident malheureux, mais peut-être un crime dont elle était directement ou indirectement responsable. Le poids de ce secret l'avait poursuivie durant 40 années, expliquant sa personnalité austère et distante. La réapparition du comte Volkov dans sa vie avait ravivé ses terreurs enfouies, la poussant à organiser sa disparition pour échapper définitivement à son passé. Mais où se trouvait-elle maintenant? Et quel était ce projet qu'elle devait finir, selon son message cryptique? Poirot rentra au Pharaon d'Or tard dans la soirée, l'esprit occupé par ces nouvelles données. Il trouva le paquebot en effervescence. Un événement extraordinaire venait de se produire. Lady Pemberton était réapparue. Elle s'était présentée spontanément à la passerelle du navire 1 heure auparavant, demandant à regagner sa cabine. Le capitaine Rousseau, stupéfait, l'avait immédiatement fait escorter dans le salon privé où elle attendait maintenant. Refusant de parler à quiconque, sauf à Hercule Poirot, la dame semblait épuisée, mais déterminée, et portait des vêtements simples très différents de ses tenues habituelles. Le détective se rendit sans tarder auprès de Lady Pemberton. Elle était assise, très droite, sur un fauteuil de velours, ses mains gantées posées sur ses genoux, son visage marqué par la fatigue, mais exprimant une sérénité qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Lorsque Poirot entra dans le salon, elle leva vers lui ses yeux gris et lui adressa un sourire las, mais sincère. Pour la première fois depuis le début de cette croisière, la dame ne semblait plus porter le poids écrasant du secret qui l'avait tourmentée pendant des décennies. Lady Pemberton raconta alors son étrange périple des 3 derniers jours. Effectivement, elle avait quitté le paquebot lors de la première escale nocturne, utilisant le passage technique que Poirot avait découvert. Mais elle n'avait pas fui par lâcheté ou par peur d'être démasquée. Elle s'était rendue au monastère copte de Saint-Antoine, isolé dans le désert, à plusieurs heures de navigation. Ce monastère abritait un vieux prêtre orthodoxe russe, le père Dimitri, qui avait été l'aumônier de la famille Volkov à Saint-Pétersbourg. C'était lui qui détenait la vérité complète sur les événements de 1895. Le père Dimitri, aujourd'hui âgé de près de 90 ans, vivait en ermite dans ce monastère égyptien depuis la révolution bolchevique. Lady Pemberton était venue le voir pour se confesser et obtenir enfin l'absolution du péché qui hantait sa conscience depuis 40 ans. Elle révéla à Poirot que, contrairement à ce que tout le monde croyait, elle n'avait pas empoisonné le père d'Alexei. Le véritable coupable était le comte lui-même, qui avait administré le poison pour libérer Constance et pouvoir s'enfuir avec elle. Le jeune Alexei avait agi par amour, mais Constance, horrifiée par ce crime, l'avait rejeté et avait fui seule. Hercule Poirot écouta ce récit extraordinaire avec une attention soutenue, ses petites cellules grises travaillant fébrilement pour assembler tous les éléments du puzzle. L'histoire que racontait Lady Pemberton possédait la cohérence de la vérité, mais elle soulevait également de nouvelles questions troublantes. Si le comte Volkov était effectivement le meurtrier de son propre père, pourquoi Lady Pemberton avait-elle gardé ce secret pendant 4 décennies? Par amour pour l'homme qu'il avait été? Par peur de représailles? Ou pour une raison plus complexe que le détective n'avait pas encore identifiée? Lady Pemberton expliqua que durant toutes ces années, elle avait vécu dans la terreur constante d'être associée au crime. Bien qu'innocente, elle craignait que les autorités russes ne la considèrent comme complice du jeune Volkov. Son mariage rapide avec Lord Pemberton lui avait offert la respectabilité et la protection du nom aristocratique britannique. Elle avait construit une vie irréprochable, compensant par une rigidité morale excessive la culpabilité qu'elle ressentait de garder un tel secret. Le hasard de cette croisière et la rencontre avec le comte
avait réveillé tous ces fantômes enfouis. Le détective demanda alors pourquoi elle était revenue maintenant, au Pharaon d'Or, au lieu de poursuivre sa fuite. Lady Pemberton répondit que sa confession au père Dimitri l'avait libérée d'un poids immense. Le vieux prêtre lui avait conseillé de révéler la vérité, non par vengeance ou par désir de justice tardive, mais pour permettre à tous les protagonistes de cette tragédie ancienne de trouver enfin la paix. Elle était donc revenue affronter Alexei Volkov et lui dire qu'elle connaissait la vérité, qu'elle l'avait toujours connue, et qu'elle lui pardonnait ce geste désespéré commis par amour 40 ans auparavant. Poirot hocha lentement la tête, comprenant la logique émotionnelle de cette décision. Cependant, en tant que détective, il ne pouvait ignorer qu'un crime, même ancien, demeurait un crime. Il devait maintenant confronter le comte Volkov avec ses accusations et déterminer la conduite appropriée. Le droit international rendait la situation complexe. Un crime commis en Russie tsariste il y a 40 ans, dont l'accusateur principal était décédé et dont le meurtrier présumé vivait désormais en exil. Les implications légales dépassaient largement la simple investigation criminelle. Le comte Volkov fut convoqué dans le salon où l'attendaient Poirot, Lady Pemberton et le capitaine Rousseau. Lorsque le Russe entra et aperçut Constance, son visage refléta successivement la surprise, le soulagement et une profonde tristesse. Ils se regardèrent longuement, en silence, communiquant par-delà les mots toute la complexité de leur histoire tragique. Puis Lady Pemberton prit la parole et, d'une voix ferme, mais empreinte d'émotion, révéla qu'elle savait qu'Alexei avait empoisonné son père pour pouvoir l'épouser. Le comte Volkov ne nia pas. Après un long moment de silence, il s'assit lourdement sur un fauteuil et raconta sa version des événements. Son père était un tyran domestique, cruel envers sa famille et particulièrement envers lui. Lorsqu'il avait découvert l'amour entre Alexei et Constance, il avait juré de détruire la jeune femme, de la faire chasser de Russie dans le déshonneur. Le jeune Alexei, désespéré, avait conçu un plan pour libérer simultanément sa famille de la tyrannie paternelle et permettre son mariage avec Constance. Il avait volé du poison dans le laboratoire d'un ami chimiste et l'avait administré à son père. Mais les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Constance avait deviné la vérité immédiatement et avait refusé de s'enfuir avec un parricide. Elle avait quitté Saint-Pétersbourg dans la nuit, brisant le cœur du jeune comte qui réalisait l'horreur de son acte. Alexei avait vécu depuis lors avec ce double fardeau, avoir tué son père et avoir perdu l'amour de sa vie à cause de ce crime. La révolution bolchevique, l'exil, la pauvreté, tout cela lui semblait une juste punition pour son péché de jeunesse. Retrouver Constance à bord du Pharaon d'Or lui avait semblé une dernière chance de rédemption. Le capitaine Rousseau demanda à Poirot quelle suite devait être donnée à cette affaire. Le détective réfléchit longuement avant de répondre. D'un point de vue strictement légal, le crime était prescrit et les juridictions compétentes n'existaient plus, la Russie tsariste ayant disparu. D'un point de vue moral, le comte Volkov avait vécu 40 années de remords et de souffrance, châtiment peut-être plus sévère que n'importe quelle sentence judiciaire. Lady Pemberton elle-même demandait explicitement qu'aucune poursuite ne soit engagée, accordant son pardon à l'homme qui avait aimé avec tant de passion destructrice. Poirot annonça donc sa décision. Il considérait l'affaire close. La disparition de Lady Pemberton avait été volontaire. Aucun crime n'avait été commis durant cette croisière, et les événements tragiques de 1895 appartenaient à un passé définitivement révolu. Le détective recommanda toutefois au comte Volkov de chercher à son tour une forme de rédemption spirituelle, peut-être en suivant l'exemple de Lady Pemberton et en se confessant au père Dimitri. Le Russe, les larmes aux yeux, remercia Poirot pour sa clémence et promit de suivre ce conseil. Une étrange paix descendit alors sur l'assemblée, comme si la vérité, enfin révélée, avait dissipé les ombres qui hantaient ces âmes tourmentées. Le Pharaon d'Or reprit sa navigation vers le Caire.
dans une atmosphère transformée. La résolution du mystère avait libéré les passagers de l'anxiété qui pesait sur eux depuis plusieurs jours. Lady Pemberton et le comte Volkov passaient désormais de longues heures à converser sur le pont supérieur, évoquant leurs souvenirs de jeunesse à Saint-Pétersbourg, se pardonnant mutuellement les décisions qui les avaient séparés. 40 années de silence et de douleur se dissolvaient progressivement dans ces conversations apaisantes, offrant à ces deux âmes meurtries une forme de réconciliation tardive mais sincère. Hercule Poirot observait ce dénouement inattendu avec une satisfaction mêlée de mélancolie. L'affaire de la disparition de Lady Pemberton ne ressemblait à aucune autre enquête qu'il avait menée auparavant. Il n'y avait pas de coupable à arrêter, pas de justice stricte à rendre, seulement des êtres humains cherchant désespérément à échapper au poids écrasant de leur passé. Le détective comprenait que parfois, la vraie solution d'une énigme ne résidait pas dans l'application rigide de la loi, mais dans la compassion et la compréhension des motivations humaines les plus profondes. Le docteur Schneider, soulagé que son implication dans le trafic d'antiquités n'ait pas été rendue publique, avait néanmoins pris la décision d'abandonner ses activités illégales. Il promit à Poirot de consacrer désormais son expertise à l'authentique recherche archéologique et de coopérer avec les autorités égyptiennes pour lutter contre le pillage des trésors pharaoniques. Cette résolution offrait au moins une conséquence positive à toute cette affaire, un criminel renonçant volontairement à ses pratiques frauduleuses par prise de conscience morale, plutôt que par contrainte légale. Miss Jenkins retrouva sa maîtresse avec un soulagement immense. Les 3 jours d'absence de Lady Pemberton avaient été pour elle un calvaire d'inquiétude et de culpabilité. La fidèle domestique s'était reproché de ne pas avoir mieux protégé sa maîtresse, de ne pas avoir deviné ses intentions. Lady Pemberton la rassura avec une gentillesse inhabituelle, reconnaissant que Miss Jenkins avait toujours été bien plus qu'une simple employée, une amie loyale et discrète durant toutes ces années difficiles. Leur relation, jadis strictement hiérarchique, évoluait vers une complicité plus égalitaire et chaleureuse. Les autres passagers du Pharaon d'or ne connurent jamais toute la vérité sur cette mystérieuse disparition. Le capitaine Rousseau, en accord avec Poirot, décida de présenter l'incident comme un malentendu. Lady Pemberton avait quitté temporairement le paquebot pour des raisons personnelles urgentes, sans prévenir quiconque, causant ainsi une inquiétude injustifiée. Cette version officielle préservait la réputation de tous les protagonistes et évitait des complications diplomatiques et légales inutiles. Les passagers, satisfaits d'une explication rationnelle, cessèrent leurs spéculations et reprirent leurs activités habituelles de touristes insouciants. Lors de la dernière soirée à bord, avant l'arrivée au Caire prévue le lendemain matin, le capitaine Rousseau organisa un dîner de gala exceptionnel pour célébrer la fin heureuse de cette croisière mouvementée. Lady Pemberton et le comte Volkov participèrent à cette réception, assis côte à côte, conversant paisiblement comme de vieux amis retrouvés. Leur présence commune suscita quelques regards curieux, mais personne n'osa poser de questions indiscrètes. Hercule Poirot, impeccablement vêtu de son smoking, circulait parmi les invités avec sa courtoisie habituelle, acceptant avec modestie les compliments sur sa résolution de l'énigme. Vers minuit, le détective se retira sur le pont supérieur pour contempler une dernière fois le Nil sous la lumière argentée de la lune. Le fleuve millénaire coulait avec la même majesté immuable, indifférent aux drames humains qui se jouaient sur ses rives et sur les embarcations qui le parcouraient. Poirot réfléchissait à cette aventure extraordinaire qui l'avait contraint à reconsidérer sa conception habituelle de la justice. Parfois, pensa-t-il, la véritable sagesse consistait à savoir quand il fallait appliquer la loi et quand il fallait laisser parler le cœur et accorder le pardon. Lady Pemberton vint le rejoindre sur le pont, enveloppée dans un châle de soie, contre la fraîcheur nocturne. Elle remercia chaleureusement Poirot pour sa compréhension et sa discrétion. Le détective répondit avec une courtoisie exquise que son rôle n'était pas de juger, mais de découvrir la vérité, et que parfois,
La vérité libérait davantage qu'elle ne condamnait. Ils restèrent là tous deux en silence, contemplant les étoiles qui scintillaient au-dessus du désert égyptien, partageant un moment de paix profonde après la tempête émotionnelle des derniers jours. Le mystère était résolu, mais surtout, deux âmes tourmentées avaient enfin trouvé l'apaisement qu'elles cherchaient depuis 40 longues années.